Je continue avec le quatrième bloc. Celui-ci peut peut-être vous poser maintenant un peu plus de problème. Peut-être que c'est nouveau pour vous d'entendre parler de synérèse, de diérèse, même de diphtongue. Alors, ne partez pas en courant, n'éteignez pas la vidéo tout de suite. Je vais reprendre point à point ce qu'il faut retenir et surtout ce qu'il faut comprendre. Avant de savoir ce que c'est qu'une synérèse ou une diérèse, il faut comprendre ce que c'est qu'une diphtongue. C'est un mot qu'on n'a pas forcément l'occasion d'utiliser tous les jours. En fait, une diphtongue, tout simplement, ce sont deux voyelles qui se suivent. Je vous rappelle les voyelles en français A, E, I, O, U, Y. Regardez. Dans le mot lion, j'ai deux voyelles qui se suivent, I et O. Ou encore, donc quand je tape dans les mains, quand je veux le couper en syllabes, li-on, j'ai deux voyelles qui se suivent. On a aussi, par exemple, di-e. Ou encore, dans un mot un peu plus long, mis-ter-ri-e. Donc, avant de commencer, il faut comprendre ce que c'est qu'une diphtongue. Tout simplement, ce sont deux voyelles qui se suivent. Je vous le disais au début du cours, sur les vers, ils sont composés de mots et ces mots sont composés de syllabes. Je tape dans mes mains pour savoir combien de syllabes il y a dans un vers. Là, je vais devoir me poser une question importante. Est-ce que je vais lire le mot lion en un seul bloc ou est-ce que je vais le lire en deux fois, li-on? Eh bien, en fonction des situations, je vais pouvoir lire le mot lion en une fois ou en deux fois. Tout dépend du nombre de syllabes que je veux à la fin de mon vers. Regardez. On va appeler synérèse la diphtongue qu'on va lire en une seule fois. Par exemple, ici, nuit. Alors qu'on va appeler diérèse une diphtongue qu'on va lire en deux fois. Nu, i. Tout ça, et je vais me donner un exemple tout à l'heure, tout ça pour avoir le nombre de syllabes attendu dans mon vers. Petit moyen mnémotechnique, dans diérèse, j'ai deux. Donc dans ma tête, je vais me rappeler que diérèse, c'est couper le mot en deux. Synérèse, c'est seul, en une seule syllabe. D'accord? Petit moyen mnémotechnique. Alors ce sont peut-être des mots nouveaux, un peu barbares. On va le voir maintenant dans un exemple. On choisit la diérèse ou la synérèse selon le nombre de syllabes que l'on souhaite dans un vers. Il va falloir réfléchir, taper dans les mains. Si je veux par exemple un alexandrin, il va me falloir 12 syllabes. Je vis ce lion endormi sur un tapis. Moi, je vous dis que je veux 12 syllabes. Je remarque que j'ai une diphtongue avec lion. Un i et un o, c'est-à-dire deux voyelles qui se suivent. Warning, attention, diphtongue. Si je tape dans mes mains, je vais pouvoir lire « Je vis ce lion endormi sur un tapis ». Ok. Je sais qu'il me faut 12 syllabes. Mais maintenant, comment est-ce que je vais vraiment découper mon mot pour en avoir 12? Je vis ce lit on ou lion. Allez, je le découpe en deux. On va voir ce que ça va donner. Lion endormi sur un tapis. J'ai 12. Donc ça veut bien dire que le mot lion, je suis obligée de le lire en deux fois, c'est-à-dire de faire une diérèse pour avoir 12 syllabes. Si je ne l'avais lu qu'en une seule fois, c'est-à-dire en synérèse, lion, je n'aurais eu que 11 syllabes. Donc je suis obligée d'insister. Regardez l'exemple suivant. Je vis ce lion endormi sur un tapis. Je vais rajouter une monosyllabe ici, et. Je remarque que j'ai toujours une diphtongue,
dans le mot lion. Je me rappelle qu'il me faut, en tapant dans les mains, toujours 12 syllabes pour avoir un alexandrin. Alors j'y vais. Et je vis ce lion endormi sur un tapis. Est-ce que j'ai besoin de couper le mot lion en deux cette fois-ci? Eh bien non, je le lis en une seule fois, puisque ça y est, j'ai 12 syllabes. En rajoutant le petit « et », la préposition « et », j'ai obtenu 12 syllabes. Donc j'ai mon alexandrin. Donc je ne suis pas obligée de lire lion cette fois-ci en deux fois. La synérèse suffit. J'ai un alexandrin. J'espère qu'il vous reste encore un peu d'énergie maintenant pour travailler les sonorités. Là encore, deux mots importants à retenir, l'assonance et l'allitération. Alors, il faut comprendre, donc dans la définition d'un dictionnaire, que l'assonance, c'est la répétition d'un même son vocalique. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire vocalique? Tout simplement, c'est un son à l'intérieur duquel il y a une voyelle. A, E, I, O, U, Y. Ou un son contenant au moins une voyelle. Dans un, en, ou, vous avez bien au moins une voyelle. Donc c'est une assonance. Alors que l'allitération, c'est la répétition d'un même son consonantique. Petit moyen mémotechnique, encore une fois, assonance finit par un E, par une voyelle. Donc l'assonance, c'est la répétition d'un son avec des voyelles. Allitération, ça finit par une consonne, le N. Donc une allitération, c'est la répétition de plusieurs consonnes. Avec plusieurs consonnes. Donc, assonance, répétition d'un son avec une voyelle. Regardez l'exemple que je vous ai mis dans le cours. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, donc de Paul Verlaine. Je remarque que c'est une assonance parce que j'ai la répétition ici d'un son à l'intérieur duquel il y a une voyelle, le E ou le A, mais ça fait en. Ça donne cette impression de balancement, de vie tranquille, que veut imiter finalement le son. On a une autre imitation avec l'exemple suivant. C'est une allitération, c'est-à-dire que je répète un son avec une consonne, tout en faisant trotter ces petites bottines. Je remarque cette fois que c'est le son T qui se répète. T, 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 T. Ça imite tout simplement le bruit justement des petites bottines. Ça imite la marche de la jeune fille. Poursuivons maintenant avec le bloc numéro 6 du cours, avec la définition des mots sonnet, ode et calligramme. Vous avez donc peut-être fait vos recherches, ou peut-être que c'était déjà dans vos souvenirs. Le sonnet, il est composé de 2 quatrains suivis de 2 tercets. Une ode ou une odelette, c'est un poème lyrique. Là, en général, nous aurons toujours le même nombre de vers dans les strophes. Si je commence avec un quatrain, 2 quatrains, 3 quatrains, 4 quatrains. Si c'est un quintile, j'aurai que des quintiles. Le calligramme, quant à lui, c'est un poème dont le texte forme un dessin. Je récapitule. Le sonnet, j'ai donc 4 strophes. 4, 4, 3, 3. Ça ressemblerait presque à une disposition de footballeurs sur un terrain. C'est un sonnet, 4, 4, 3, 3. Une ode, je vais avoir 4 strophes avec le même nombre de vers, d'accord. C'est un poème donc lyrique. Ici, j'ai 4 quatrains. C'est une ode. Et pour terminer, celui qui est le plus facilement reconnaissable, c'est le calligramme. C'est un poème qui forme un dessin. Bien, nous continuons maintenant avec le bloc numéro 7 et la règle du E muet.
Comme cela laisse supposer, la règle du E muet, c'est un E qui ne se prononce pas. Alors en poésie, il y a deux situations où le E doit rester muet. Tout d'abord, le E ne va pas se prononcer s'il est suivi d'une voyelle. Nous allons voir un exemple juste après. Et le E ne se prononce pas non plus lorsqu'il est situé à la toute fin du vers. Par exemple, voici un vers célèbre de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Le E sera muet à la fin du vers. Demain, dès l'aube, bas. Et oui, le E est muet puisqu'il est suivi d'une voyelle. Donc je ne vais pas dire l'aube a, mais l'aube. Le roux. Là encore, j'ai un E muet puisque le E est suivi du O qui est une voyelle. Blanchit la campagne. Pour vérifier si mon vers est correct et si j'ai bien mis les E muets, eh bien en comptant, je me rendrai compte que j'ai encore ici un alexandrin avec 12 syllabes. Je termine la leçon avec 3 mots qui normalement sont nouveaux pour vous. Alors, pas de panique, on va le découper en trois morceaux. Nous avons donc l'enjambement, le rejet, le contre-rejet. On va commencer par l'enjambement. L'enjambement, c'est quoi? Eh bien, il consiste à ce que la phrase continue sur le vers suivant. Regardez ici l'extrait d'un célèbre poème de Arthur Rimbaud. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Rappelez-vous le tout début de notre leçon, quand on demande de bien faire la différence entre phrase et vers. Vous remarquez que ici j'ai 2 vers, mais j'ai 3 phrases. Et oui, j'ai 3 points. Et donc la deuxième phrase, elle est à cheval sur les 2 vers. Souriant comme sourirait un enfant malade. C'est ici qu'il est l'enjambement. C'est parce que la phrase, alors que j'avais encore de la place sur ma page, eh bien je la continue sur le vers d'après. Tout ça, hein, c'est pour une histoire de, de nombre de syllabes à respecter. Maintenant, le rejet. Alors, le rejet, quand on a un enjambement, eh bien c'est la fin de la phrase, suivez-moi, qui se trouve au début du vers suivant. Regardez. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Le rejet, en fait, c'est l'adjectif là, tranquille, c'est-à-dire que on a eu un enjambement auparavant, la main sur la poitrine, tranquille. La phrase se termine sur le vers du dessous. Et donc la partie qui est mise en valeur, pourquoi? Parce que quand on va lire le poème, on va être interrompu dans notre diction, on va avoir un point à respecter, donc on est un petit peu coupé dans notre élan, et donc on va appeler ça un rejet. Le contre-rejet, quant à lui, toujours pareil quand on a un enjambement, ce n'est pas la fin, mais le début de la phrase. C'est le début de la phrase à la fin du vers. Regardez. Souvenir, souvenir, que me veux-tu? L'automne faisait voler la grive à travers l'air atone. Donc, on a vu tout à l'heure ce que c'était qu'un enjambement. C'est une phrase qui va se diriger, ou en tout cas se dérouler sur 2 vers. Et le contre-rejet, cette fois, eh bien, c'est le début de notre phrase. Et voilà. Bon, bah, je vous remercie de votre attention. J'ai bien conscience que ce n'est pas évident de pouvoir recevoir le cours de cette manière-là. Évidemment, quand nous allons nous retrouver, nous ferons le point sur tout ça. Heureusement aussi, des exercices vont vous permettre de réutiliser l'ensemble des notions.
Je vous communiquerai donc par la suite également par mail un corrigé de tout ça, donc version plutôt, on va dire, papier, entre guillemets, enfin papier numérique. Et la semaine prochaine, vous allez pouvoir donc vous entraîner véritablement avec des exercices. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt!